Bonjour, je suis Élodie Feigeau de l'association asile.ch et je suis responsable du comptoir des médias, qui est un projet d'action et de sensibilisation aux questions d'asile et de migration qui est destiné aux médias romans. Donc le point presse migration d'aujourd'hui, c'est le neuvième d'une série qu'on organise en partenariat avec le NCCR on the Move, qui est le pôle de recherche national sur la migration et la mobilité. L'objectif des points presse migration, c'est de permettre le dialogue entre les médias, la recherche scientifique et les professionnels du terrain sur un sujet d'actualité. Pour ce neuvième point presse migration, on a choisi d'aborder l'admission provisoire, ou permis F, afin de mieux comprendre les spécificités de ce permis qui est fréquemment au cœur des débats politiques. Donc, après les présentations de nos trois intervenantes d'aujourd'hui, vous aurez l'occasion de leur poser toutes vos questions. Je laisse à présent la parole à Marie Vionnier, qui est journaliste parlementaire pour les radios régionales romandes et qui va modérer la discussion d'aujourd'hui. Merci. Oui, alors bonjour à tous. Donc on va effectivement d'abord entendre nos trois intervenantes nous parler de leur expérience et puis nous parler un peu, nous livrer un peu leur analyse sur le sujet. C'est vrai que l'admission provisoire, c'est un sujet qui revient assez souvent, notamment au Palais fédéral, à la fois à droite et à gauche, hein, parce que c'est un statut qui dérange, notamment avec cette idée de provisoire qui n'est pas forcément, et puis qui pose aussi beaucoup de questions au niveau politique. Et ce qui va se passer, c'est que les trois intervenantes vont prendre la parole l'une après l'autre et ensuite, vous aurez la possibilité de poser des questions ou de demander des précisions aux personnes et puis je vous donnerai la parole par la suite. Vous pourrez soit écrire dans le chat ou alors lever la main virtuelle qui est tout en bas de l'écran ou bien éventuellement prendre la parole si ces deux façons de faire ne fonctionnent pas. Alors, je vous propose qu'on commence direct avec notre première intervenante qui est Sournita Chunti. Je vous laisse vous présenter et puis nous expliquer un peu ce que vous voulez dire au public aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Sonita Tchunti, je suis d'origine camerounaise. Je suis arrivée en Suisse en 2018 et dès mon arrivée, j'ai fait une demande d'asile. Aujourd'hui, je suis titulaire d'un permis B, mais avant d'arriver au permis B, j'ai pu obtenir un permis F après mon permis N. Et au cours de toute cette démarche, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de contradictions et beaucoup de difficultés et d'obstacles physiques comme psychologiques. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites fédéralement, mais qui ne sont pas respectées dans la pratique. Euh, j'ai fait beaucoup de démarches au niveau des entreprises pour pouvoir avoir une place d'apprentissage qui a été compliquée. Puis je me suis retournée vers une école pour pouvoir faire le gymnase du soir. Avec le permis F, quand je frappais à chaque porte, c'était: mais vous avez un permis F, qu'est-ce que c'est? Beaucoup d'entreprises ne savent pas ce que c'est un permis F à l'époque, mais maintenant je ne sais pas trop comment l'information est passée. Mais à l'époque où moi je faisais mes recherches, je ne trouvais pas. Ils sont rares. Le gymnase du soir, ils étaient assez ouverts. Les universités aussi avaient un peu une idée de ce que c'était. Mais il fallait à chaque fois, lors de mes entretiens, qu'on me disait: Madame, renseignez-vous si votre permis, c'est un permis de travail ou c'est un permis où on peut au moins vous accepter ou pas. Donc là, il y a eu un manque d'information. Et puis, il y a aussi le regard de la population. Les gens sont un peu sceptiques, ils ont peur de ceux qui ont le permis F. C'est quoi le permis F? Pourquoi tu as le permis F? Et pour des raisons personnelles, c'est souvent difficile de raconter le pourquoi nous avons le permis F parce qu'il faut entrer dans sa vie personnelle, il faut parler de l'asile, il faut parler de tout le trajet qu'on a eu à faire pour pouvoir obtenir ce permis F-là. Euh, Puis, je me suis aussi rendu compte que, euh, sans vouloir juger les VAM, et l'établissement des migrants, où beaucoup de ceux qui travaillent là-bas ne sont pas assez ouverts, c'est-à-dire il y a des informations qu'eux, ils n'arrivent pas à donner parce que ils ne savent pas qu'avec le permis F, on peut faire ci, on peut faire ça. Et moi, lors de mon parcours professionnel, moi, j'ai dû ramener plusieurs informations à mon assistant social, à mon conseiller d'emploi parce qu'ils ne savaient pas si avec mon permis F, j'avais le droit ou pas le droit de faire ça parce que à l'EVAM, on leur dit: tous ceux qui sont migrants ou bien tous ceux qui ont un permis F ou permis N, ils doivent juste faire une formation comme ménage, aide-soignant et, et ça, comment, auxiliaire pédagogique. Moi, en attendant que mon permis ne sorte, j'ai dû faire, j'avais le permis N, moi j'ai dû faire une formation
de base et qui était auxiliaire pédagogique parce que moi, j'ai beaucoup aimé. Puis moi, j'ai voulu aller plus loin. Donc, j'ai fait mes démarches pour pouvoir faire un CFC qui a été compliqué. Je me suis retournée vers le gymnase du soir et au cours de ma scolarité, je suis tombée enceinte. Donc, je suis devenue maman célibataire qui m'a encore ouvert, une autre voie des difficultés administratives parce qu'il fallait demander de l'aide qui était refusée parce que j'étais à l'IVAM, j'avais un permis F. Euh, il fallait se battre pour pouvoir obtenir un certain nombre de choses parce qu'avec le permis F, c'est compliqué. Donc, il fallait trouver d'autres solutions, d'autres associations, se justifier à chaque fois pourquoi j'ai demandé de l'aide, pourquoi avec le permis F, ils doivent m'aider ou pas, vu que j'avais pas un permis F d'asile, quoi. Donc, j'avais pas un permis réfugié, pardon. Du coup, il fallait toujours, à chaque fois que je me justifie, c'est quelque chose qui devient long, qui devient difficile, qui devient éprouvant physiquement, psychologiquement, parce qu'on se pose la question, mais ce permis me permet de travailler, mais ça ne me donne pas accès à certaines choses. Heureusement, j'ai pu trouver une place de stage au CHUV. J'ai fait mon stage pendant 2 mois, puis lors du Covid, ils m'ont proposé de travailler chez eux pendant 4 mois comme intérimaire. Je me suis rendu compte que j'épargnais pour les PC familles, j'épargnais pour le chômage. Mais moi, quand je suis tombée enceinte et que j'ai fait des démarches pour pouvoir avoir l'aide des PC familles, moi, on m'a dit non. Et quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit parce que j'ai un permis F. Et je leur ai posé la question, mais je travaille, j'épargne pour les PC familles, mais je ne peux pas toucher ce que j'ai épargné en quelque sorte parce que j'ai un permis F. Ils m'ont dit oui, madame, c'est comme ça, et puis c'est tout. Si vous voulez d'autres questions, d'autres réponses, dirigez-vous vers l'EVAM. L'EVAM aussi qui n'avait pas de réponse à me donner. Et puis, pendant cette période-là, j'ai trouvé une place d'apprentissage dont j'ai accouché, j'ai commencé ma formation comme assistant socio-éducatif. Et là, je suis en fin de formation où déjà le jour de mon entretien, ma, ma responsable aujourd'hui, qui à l'époque, elle était celle qui m'a fait l'entretien, elle ne savait pas ce que c'était un permis F. Donc, elle m'a proposé déjà à la base un stage d'observation. Et puis, elle m'a envoyé vers le service de la population, me renseigner si elle avait le droit de m'embaucher ou pas. Et moi, j'ai dû faire cette démarche-là. Je suis repartie vers elle. Et puis, on a accepté. Heureusement, j'ai eu ma place d'apprentissage. Mais pour dire, avec le permis F, chaque fois qu'il faut obtenir quelque chose, il faut se battre pour l'obtenir. Il faut prouver, il faut ramener des preuves administratives et il faut même aussi prouver par ses propres compétences qu'on peut y arriver. Et pour moi, j'ai trouvé que c'était un peu complexe parce que à la fois, on me demande moi de m'intégrer, on me demande moi de ramener des finances, on me demande moi de participer aux activités culturelles, de participer à ça, mais à la fois, c'est un porte-sans bloqué. Je ne peux pas faire tout en même temps. Je ne peux pas être celle qui va participer aux activités culturelles, mais à la fois, je dois aussi réfléchir comment je dois me battre pour pouvoir avoir un bon travail. Déjà, un travail où, quand j'arrive, je suis tout de suite jugée parce qu'on ne connaît pas ce que c'est mon permis. Et moi, je suis désolée de le dire, j'ai la malchance aussi d'être noire parce que le fait que je sois noire, je dois me justifier aussi. Je suis déjà stigmatisée tout de suite, donc ça fait une bataille de plus, une bataille de crocs pour moi. Lors de mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont dirigée, qui m'ont aidé à mieux comprendre ce que c'était, parce que moi, je suis curieuse, je posais des questions. Mais je me suis posé la question, mais ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ont la barrière de la langue, parce que moi, je suis d'un pays bilingue, mais ceux qui ont la barrière de la langue, comment ils font? C'est difficile, ça a été difficile pour moi, francophone, combien de fois les autres. Euh, je suis devenue maman, mais c'est comme s'il fallait que je choisisse entre mon rôle de mère et mon envie de me former, mon envie d'avoir un travail. Et pour moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très difficile. Et les femmes qui n'écoutent pas ont fait des promesses. Et va me dire, oui, vous vous intégrez, vous trouvez un travail, on va vous aider avec la garde. Mais moi, dès que j'ai trouvé ma place d'apprentissage, je suis allée vers eux avec mon contrat d'apprentissage. Ils m'ont jamais, jamais tendu la main pour me dire, madame, vous pouvez garder votre fils ici. Moi, j'ai dû faire tous les démarches. J'ai dû harceler même la directrice
de Agénol qui est à Prilly pour pouvoir avoir une place pour mon fils parce que j'étais pressée, je devais commencer ma formation. Et là, je me suis retrouvée, j'ai dit, mais j'ai posé la question à mon assistante sociale, est-ce que je dois abandonner cette place que j'ai bataillé pendant presque 3 ans et demi pour l'avoir, pour garder mon fils, ou je dois aller avec mon fils au travail. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez. Vous voulez qu'on s'intègre. Après, vous nous jugez si on ne s'intègre pas parce qu'on est resté à la maison, on est des personnes feignantes, alors que ce n'est pas ça. Ce que vous ne nous aidez pas, vous n'ouvrez pas des portes. Moi, j'ai dû harceler au point, je me suis excusée au point de la directrice que je suis désolée de vous harceler, mais j'ai besoin d'une place pour mon fils. Et grâce à Dieu, elle m'a écoutée, elle m'a donné cette place, j'ai pu faire ma formation. Mais après, il y avait les problèmes financiers. Eva m'a bloqué tout parce que Eva m'a fait comprendre que le fait que je touche un salaire d'apprenti, ça couvre déjà tout ce que ils étaient censés me donner. Donc, je dois me contacter de ça et pas me plaindre. Je leur ai dit, bon, je dois payer une maman de jour, je fais comment? Donc, du coup, pendant 2 ans, j'ai dû, en attendant que mon salaire d'apprenti augmente, j'ai dû payer de moi-même et parfois demander de l'aide pour pouvoir payer la maman de jour. Sinon, j'arrêtais ma formation et je voulais pas me permettre ça parce que c'était une guerre que j'ai menée, que j'ai pu réussir, mais il fallait la terminer. Donc, du coup, lors de mon parcours, je me suis pas sentie écoutée, je me suis pas sentie comprise et ça m'a franchement, je me suis sentie déçue. C'est trop contradictoire. C'est à la limite, ça peut pousser au suicide parce qu'il y a déjà cet effet de permis provisoire. Est-ce que je vais être renvoyée? Quand est-ce que je vais être renvoyée? Est-ce que la décision va changer ou elle ne va pas changer? Euh, Quand j'arrivais à mes 5 ans, j'ai fait ma demande de permis B. J'ai encore dû écrire tous les 2 semaines au SPOP. Après le sport, ils se sont sentis harcelés. Ils m'ont écrit, Madame, c'est votre dossier déjà à la fédération, donc c'est avec eux que vous deviez gérer. J'ai dû écrire pendant 9 mois, toutes les 2 semaines à la fédération disant, je remplis les conditions, je suis déjà en apprentissage, je m'occupe en fait, je suis déjà dans un domaine professionnel. Je pense déjà être assez intégrée. Je ne pouvais pas faire un test de langue parce que pour moi, je trouve que je parle bien le français. Donc, j'ai dû appeler tout le temps. Moi, ma demande, elle a fait 1 année et presque 9 mois. Et j'ai obtenu mon permis B en novembre dernier. Mais depuis que j'ai mon permis B, j'ai l'impression d'être dans un autre pays. La considération n'est plus la même. Je suis vue autrement. Je suis écoutée. Partout où je frappe, on m'ouvre, on m'écoute avant de me dire c'est pas possible ou c'est possible. Ce qu'avec le permis F, j'avais jamais eu. À peine j'arrivais, dès qu'on disait Madame, votre permis, on voyait mon permis. Avant même de regarder si c'est moi qui suis sur la photo ou pas, on m'a déjà dit non, on peut pas vous aider, on peut pas vous écouter. C'est un peu ça. Je vois aujourd'hui cette différence-là. Aujourd'hui, je me sens, pour moi, c'est comme un honneur d'avoir le permis B. Pourtant, je suis dans un pays où je pense que j'ai toutes les capacités, toutes les possibilités aussi d'aller de l'avant, de réaliser mes rêves. Mais avec un permis F, c'est compliqué d'envisager ça. C'est presque à la limite impossible de se dire, oui, je vais pouvoir le faire. Moi, j'ai quelques personnes qui ont encore le permis F, qui, par mon parcours, ça les encourage, mais c'est avec beaucoup de dialogue qui fait en sorte elles se disent que oui, si toi tu as pu faire, nous on peut faire. Mais c'est compliqué, c'est difficile et quelque part, je le comprends. Donc, en gros, voilà un peu pour Merci. résumer. Ouais, merci beaucoup, Surnita. C'est intéressant justement de voir une fois un peu les difficultés qu'une personne qui a le permis F rencontre en Suisse, parce qu'on parle beaucoup du permis F aussi au niveau politique, mais pas forcément, enfin, on donne pas forcément toujours beaucoup la parole aux personnes qui sont directement concernées. Donc, merci beaucoup pour ce Est-ce que, témoignage. est-ce que je peux rajouter 2 choses? Bien sûr. Je ne vais pas juste critiquer le permis F, mais parce que j'ai aussi eu du bon côté. J'ai pu avoir mon permis de conduire avec ce permis. J'ai pu aussi avoir ma place d'apprentissage avec ce permis, mais c'est toujours une bataille. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. On va passer à la deuxième intervenante, mais on pourra revenir vers vous après pour des questions ou des dialogues supplémentaires. Alors, la deuxième intervenante aujourd'hui, c'est Denise Efionaï. Je vous donne la parole, puis je vous laisse juste brièvement vous présenter avant de commencer votre présentation. Merci beaucoup.
Je suis chercheuse au Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population de l'Université de Neuchâtel. Et pour la petite histoire, j'ai déjà fait une première étude il y a plus de 20 ans. En 2003, on a fait une étude sur l'admission provisoire. Et la dernière, ça remonte déjà aussi un petit peu. Maintenant, il y a pas mal de choses, en fait, ce qui est pas mal au niveau de la recherche, mais je suis pas sûre, et Sournita l'a bien souligné, que ce que nous produisons au niveau de la recherche trouve toujours son chemin vers les décideurs, vers les administrations, etc. Quelques mots concernant l'admission provisoire. On peut directement aller à la première slide. Voilà. Donc, il y a souvent une confusion entre la protection subsidiaire et la protection temporaire. Je pense que ça vient du mot admission provisoire, qui évidemment fait penser à temporaire, mais en réalité, l'admission provisoire, c'est une protection subsidiaire, c'est pas une protection temporaire. Il y a des protections similaires au niveau d'autres pays. Par exemple, en France, on parlerait de bénéficiaires de protection subsidiaire. On parle aussi parfois du petit asile. Je dirai tout à l'heure pourquoi. Ou en Allemagne, il y a le fameux Abschiebeverbot. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Après, il existe la protection temporaire qui est maintenant relativement connue, mais elle a été mise en pratique qu'à partir de 2022 avec la guerre en Ukraine. C'est un statut donc de protection temporaire qui a été créé à la fois au niveau européen et au niveau suisse, un petit peu suite aux expériences durant les guerres des Balkans, où justement on s'est rendu compte que parfois il peut être utile d'octroyer à un groupe qui est menacé de guerre, qui vit une situation ou même de guerre civile, une telle protection, mais elle n'avait encore jamais été octroyée jusqu'à la guerre d'Ukraine, ni d'ailleurs dans les pays de l'Union européenne, ni en Suisse. Mais ça, c'est juste pour dire que il faut pas confondre les deux. Et maintenant, on va continuer à parler de la protection subsidiaire. Donc, peut-être le prochain. Donc, l'admission provisoire, elle n'est pas octroyée sur une base collective, mais justement individuelle, c'est-à-dire il y a une procédure d'asile, comme Sournita l'a dit tout à l'heure, elle a demandé l'asile, il y a eu la procédure, et en fin de procédure, soit on obtient le statut de réfugié reconnu. Les conditions sont assez restrictives, assez précises. Et les personnes qui n'obtiennent pas ce statut-là, par exemple parce qu'elles ne peuvent pas suffisamment prouver d'être personnellement persécutées, mais parce qu'elles fuient justement plutôt une situation de guerre civile, leur asile peut être rejeté, mais ensuite a lieu un examen, notamment aussi s'il est possible de renvoyer la personne vers le pays d'origine. Et quand on se rend compte que non, parce que par exemple quelqu'un vient d'un pays en guerre, comme je sais pas, comme la Syrie il n'y a pas si longtemps, comme l'Afghanistan en partie, ou bien d'une situation problématique comme elle peut exister en Érythrée, les autorités peuvent décider d'octroyer cette admission provisoire. Donc, très généralement, il y a quand même une reconnaissance qu'il y a un besoin de protection. Après, le non-renvoi peut avoir plusieurs causes. Donc, je l'ai déjà dit, un danger concret en une situation qui est difficile aussi, par exemple, quelqu'un qui souffre d'une maladie et ne peut pas être traité dans son pays d'origine. Donc, ça aussi, c'est moins fréquent.
Mais il y a donc différentes situations, ou alors quand donc les juristes parlent de inexigible, dans ce cas-là, on parle d'illicite aussi dans des cas assez particuliers, mais en fait, l'appellation précise n'est pas si déterminante. On peut aussi imaginer que quelqu'un puisse pas être renvoyé pour des raisons techniques, parce que justement il y a plus d'aéroports desservis, etc. Mais ça, c'est vraiment très rare. C'est le plus souvent, c'est un renvoi illicite, ou alors encore plus souvent inexigible. Et donc on octroie cette admission provisoire, et quand on va chercher sur les sites du SEM, on va trouver qu'en réalité, l'admission provisoire est une mesure de substitution pour un renvoi impossible. Et évidemment, ça donne tout de suite cette idée que, en fait, la personne devrait être renvoyée, n'a pas un droit à la protection, en tout cas pas la protection pleine de l'asile, de la reconnaissance de l'asile. Et ça, c'est justement quelque chose qui est probablement un peu à la base de ce que Sournita si bien décrit tout à l'heure. C'est difficile à comprendre que, en fait, on peut très bien avoir un besoin de protection, parce qu'une guerre civile, et je pense qu'avec l'Ukraine, on l'a vu, là c'est une protection temporaire, mais on l'a quand même vu que les personnes avaient besoin d'une protection. Et donc généralement, c'est une protection, mais elle n'est pas vraiment reconnue. Et ça, je crois que c'est un des problèmes. Je crois qu'on peut directement passer. Oui, alors encore une fois, ce cadrage de mesures de substitution qui suggère presque un petit peu qu'il s'agit plus de tolérer la présence de quelqu'un que vraiment de lui donner une place parce que il a besoin de cette protection. Ça, c'est vraiment, je pense, un problème inhérent au statut. Maintenant, au départ, l'admission provisoire avait aussi beaucoup d'autres restrictions qui ont été levées. Et je pense qu'il faut aussi dire les choses positives. Donc, il y a eu un certain nombre d'évolutions positives dans le sens d'une plus grande inclusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accès au marché du travail est relativement facile pour les personnes. Ça a été allégé depuis 2006, et puis encore une fois plus tard, et puis encore en 2019, où on est passé d'une procédure d'autorisation de l'accès au marché du travail à une simple déclaration qu'une personne travaille, un peu comme pour les ressortissants de l'Union européenne, ce qui est une réelle avancée, mais là aussi, Sournita a bien illustré le propos. Les employeurs ne le savent pas forcément. Les employeurs qui ont des nouveaux employés tous les jours, là oui, mais les petits employeurs ne savent pas forcément, aussi justement parce que c'est très compliqué. Jusqu'en 2008, on a aussi peu investi dans l'intégration des admis provisoires, parce qu'on partait de l'idée que c'était justement plutôt provisoire. Et en fait, on le sait depuis très longtemps que la plupart des personnes restent très durablement en Suisse, sinon pour toujours. Et ça a été déjà souligné dans des rapports du Conseil fédéral depuis les années 2000 presque. Et effectivement, on a commencé à se dire c'est pas très cohérent que les gens restent longtemps, même durablement, et qu'il n'y ait pas de mesures d'intégration comme il y en a pour les réfugiés reconnus. Et depuis 2008, les admis provisoires ont aussi droit aux mêmes mesures quasiment que les réfugiés, même si dans la pratique, ça ne suit pas toujours, mais avec l'introduction de l'agenda d'intégration suisse, donc depuis 2019, c'est un peu plus récent, mais là, on a quand même pu observer que pas mal de moyens qui sont octroyés par la Confédération au canton pour l'intégration sont aussi dispensés, par exemple pour la formation, pour les cours de langue et pour le soutien à l'intégration des admis provisoires. Donc là, il faut quand même dire qu'il y a eu des avancées et c'est une très bonne chose.
aussi le fait qu'on accepte de plus en plus l'accès aux écoles supérieures. Avant, il y avait des problèmes pour aller au gymnase ou à plus forte raison à l'université. Il y a toujours des obstacles parce qu'on n'a pas forcément droit à des subsides, à des bourses, par exemple, dans certains cantons, si on est admis provisoire et pas réfugié reconnu. Mais dans certains cantons, ça se passe mieux. Donc voilà, il y a eu certaines adaptations, même au niveau du regroupement familial, parce que ça, c'est une autre grande hypothèque de l'admission provisoire, c'est qu'au départ, le regroupement familial n'était accepté qu'au bout de 3 ans. Alors, vous pouvez imaginer que les personnes qui ont encore de la famille et qui sont en Suisse, ils ont quand même souvent leur pensée avec leur famille plutôt qu'ici. Et là, il y a eu des allègements, mais ça ne va pas encore très loin. Donc, c'est normalement, le délai est devenu plus court, mais il y a aussi des conditions. Et puis, il faut dire aussi, avec ces mesures plus inclusives, il y a aussi eu des mesures qui vont de nouveau à l'encontre. Et il y a, par exemple, plus d'exigences au niveau de l'intégration. Donc, on exige des preuves de cette intégration, par exemple, au niveau d'une bonne maîtrise de la langue, etc. Et gros problème, à mon avis, comme on a pu le démontrer dans toutes les études, c'est que les personnes doivent s'intégrer, on l'attend d'eux, on essaye de les soutenir, mais en même temps, ils ont un minimum d'aide sociale qui ne contient aucun supplément intégration comme on pourrait l'entendre. Donc, les personnes ont vraiment une aide sociale abaissée, comme pour les requérants d'asile. Pour les requérants d'asile, à la rigueur, on peut dire c'est pour une durée réellement limitée, puisque la procédure devrait se passer rapidement. Pour les admis provisoires, c'est carrément incohérent. Alors voilà, donc ça, c'est vraiment un des grands problèmes. Juste très rapidement, le petit tableau, et puis on va passer à la conclusion. Là, encore une fois, on voit cette contradiction inhérente vraiment à l'admission provisoire, c'est que maintenant, on a un accès, donc les personnes avec l'admission provisoire ont l'accès à la formation. Elles ont aussi accès à un suivi normalement, en tout cas pour les cantons qui le mettent en œuvre comme il faut. Les cours de langue, etc., même jusqu'à l'université, mais reste toujours cette aide abaissée d'asile qui se traduit, et ça on a aussi pu le démontrer au fil des années, si on reste longtemps avec cette admission provisoire, dans un appauvrissement des personnes. C'est une pauvreté cumulative. Si vous touchez déjà l'aide sociale normale pendant une année, ça peut aller. Quand c'est plusieurs années et qu'en plus c'est une aide qui peut être abaissée, c'est pire. Donc, la conclusion, c'est que on a plusieurs facilités d'intégration, ce qui est très bien, mais elles restent partielles et des obstacles structurels sont persistants et vont à l'encontre. Donc, il y a parfois, comme l'a aussi dit Sournita très bien, il y a parfois peut-être un décalage entre les principes qui ne sont pas toujours suivis dans la pratique, mais il y a vraiment une contradiction, et ça a été le titre aussi de cet événement, c'est aussi une contradiction inhérente au titre d'admission provisoire. Et après, il y a effectivement, et ça je pense qu'on l'a bien compris, il y a ce cadrage, donc ce framing de dire, voilà, c'est qu'un permis F, qu'est-ce que c'est au fond? Quelqu'un qui n'a pas fait d'études là-dessus, voilà, il sera forcément un peu confus, il ne saura pas forcément. Et simplement, déjà, la désignation de provisoire insinue évidemment que ça ne peut pas être durable. Et dernière chose aussi, on a observé que beaucoup de personnes avec admission provisoire sont des familles, des ménages monoparentaux
Et donc, beaucoup d'enfants sont touchés. Pourquoi? Simplement parce que pour pouvoir avoir une transformation de son admission provisoire en permis B, il faut normalement démontrer qu'on est indépendant financièrement. Et ça, évidemment, pour un jeune homme en bonne santé, c'est peut-être plus facile que pour une famille entière ou une personne qui élève des enfants seuls. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les points que je souhaitais mettre en avant. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je passe maintenant la parole à Cléo Faudou. Je vous laisse d'abord vous présenter et puis continuer. Merci. Bonjour, merci. Donc, je m'appelle Chloé Ofodou, je suis juriste de formation. Je suis responsable depuis 17 ans de projets à l'entraide protestante qui défendent les personnes requérantes d'asile, le SAGE et le BCJ. Et l'idée ici est d'apporter un peu notre expérience de terrain dans l'accompagnement, en particulier des personnes qui ont une admission provisoire. Et du coup, on peut passer à la slide suivante. Donc, il y a 2 questions auxquelles je vais essayer de répondre. C'est pourquoi les femmes reçoivent plus souvent un permis F, et puis aussi de compléter ce qui a déjà été dit sur les obstacles liés à l'admission provisoire. Comme ça a déjà été dit, la procédure d'asile peut permettre d'obtenir 2 statuts, soit le permis B, réfugié, soit le permis F, qui peut être accompagné d'un statut de réfugié, mais ça c'est une particularité du droit suisse que j'explique volontiers plus tard dans les questions, mais que je ne vais pas focaliser là. Comme il a été dit, pour obtenir l'asile et donc le permis B, il faut remplir un certain nombre de conditions qui sont énumérées en dessous. Il faut qu'il y ait une persécution qui soit individuelle et ciblée, donc il faut que ce soit vraiment la personne elle-même qui soit recherchée, par exemple un journaliste parce qu'il aurait pris position contre un gouvernement ou une personnalité du gouvernement. La persécution est en principe, a été pensée comme étant étatique. C'est-à-dire qu'au moment où la Convention des réfugiés a été écrite, on imaginait que les gens sont persécutés par un régime politique qui les persécute et que donc l'agent de la persécution était un agent étatique. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des situations où les persécutions sont privées. Et alors dans ces cas-là, s'il n'y a pas de protection étatique dans le pays d'origine, il a été pensé qu'il fallait aussi protéger ces personnes-là. Donc la jurisprudence a évolué et aujourd'hui, il est aussi possible d'obtenir un permis B contre une persécution non étatique si l'État ne protège pas contre ces persécutions privées. Et puis, enfin, il faut aussi qu'il y ait un motif d'asile. Donc, il faut que vous soyez persécuté, soit en raison de votre race, de votre religion, de la nationalité, de l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques. C'est donc le texte de la loi. Évidemment que race, aujourd'hui, on ne réécrirait pas comme ça, mais c'est le texte de la loi et de la Convention de protection des réfugiés. Alors, pourquoi les femmes reçoivent-elles plus un permis F, c'est-à-dire ne reçoivent pas l'asile, mais plutôt cette protection subsidiaire, hein, comme il a été dit, le SEM, la première question qui se pose, c'est est-ce que cette personne qui demande l'asile peut obtenir le statut de réfugié? S'il répond oui, en principe des réfugiés. S'il répond non, la deuxième question, c'est cette personne qui n'est pas réfugiée, est-ce qu'on peut la renvoyer ou non? Les persécutions qui touchent les femmes, c'est souvent des persécutions justement privées. Par exemple, un risque d'excision, les mariages forcés, les violences domestiques, l'exploitation sexuelle, qui sont les persécutions qu'on retrouve le plus et qui sont en principe l'auteur de ces persécutions est privé. C'est pas l'État qui excise les jeunes filles, c'est d'ailleurs souvent des femmes, c'est les mères, c'est les tantes. Le problème, c'est que l'État tolère, voire même pousse à, par exemple, en n'ayant en condamnant pas ces actes-là ou en ayant un article de loi qui condamne mais qui n'est jamais appliqué. Donc, les persécutions qui touchent les femmes sont souvent par des acteurs privés. Et puis, dans un cas de persécution privée, eh bien, il faut apporter la preuve de beaucoup de choses. Il faut apporter la preuve ou la grande vraisemblance d'une persécution. Ça, c'est le cas pour tous les réfugiés. Mais ce qu'il faut ajouter en plus, c'est l'absence de protection étatique
Et ça, c'est pas forcément quelque chose d'évident à apporter. Mais ce qui est le plus compliqué dans la pratique à apporter, c'est le caractère discriminatoire de l'absence de protection. C'est-à-dire qu'un État qui est déficient, qui n'a pas suffisamment de ressources et qui n'arrive pas à protéger toute sa population contre la criminalité, ça va pas donner autant de réfugiés. Pour qu'on puisse avoir un statut de réfugié, il faut que la femme démontre non seulement qu'il y a une persécution, que son État ne le protège pas, mais qu'en plus de ça, quelque part, choisit de ne pas protéger parce que c'est une femme. Si je prends l'exemple des violences domestiques, eh bien, dans certaines cultures, finalement, c'est pas si grave que monsieur tape madame, ça fait partie de comment le mariage veut se gérer, et en fait la personne ne trouvera pas, la femme ne trouvera pas de protection au niveau de la police, ne trouvera pas de protection auprès des tribunaux, et il y a quelque chose qui est complètement admis et qui est même incité étatiquement, parce qu'il y a zéro mesure incitative par une loi pénale ou par des lieux pour protéger ces femmes. Donc il faut prouver vraiment que l'État non seulement ne protège pas, mais en fait n'a pas envie, même s'il avait les moyens, ne protégerait pas les femmes. Donc on arrive à quelque chose qui devient très très compliqué dans la pratique pour défendre ces femmes. Et donc si on n'arrive pas à montrer l'absence de protection étatique et surtout le caractère discriminatoire, eh bien on n'obtient pas l'asile, mais on obtient uniquement un permis F. Voilà pourquoi les femmes en propre en général ont des permis F plutôt que l'asile. Ensuite, vous pouvez. Quels sont les obstacles rencontrés au quotidien par les titulaires de l'admission provisoire? Ça vaut évidemment pour les hommes et pour les femmes, mais je mettrai un accent sur l'aspect qui touche dans la pratique plutôt les femmes. Alors, je commence juste quand même par dire qu'il y a effectivement d'abord quand même des droits. Il y a le droit de séjourner en Suisse, qui est un droit qui reste important. Le droit de travailler, même si on peut l'améliorer, mais enfin, ces deux droits-là sont quand même effectivement des vrais droits pleins. Par contre, il y a plusieurs droits limités, celui de se former, celui de se regrouper avec sa famille, celui de voyager et celui à une aide sociale, puisque comme on l'a vu, elle est limitée. On peut passer à la slide suivante. Ensuite, j'ai distingué les difficultés légales des difficultés circonstancielles. Alors, les difficultés légales elles ressortent du texte de la loi. C'est vraiment inscrit dans la loi qu'il y a une aide sociale qui est limitée. Ça varie d'un canton à l'autre. Pour le canton de Vaud, ça correspond plus ou moins aux 2/3 de l'aide normale. Il y a des conditions et des délais d'attente pour le regroupement familial. Dans la loi, c'est toujours 3 ans, mais ça a effectivement été réduit par la jurisprudence à 2 ans pour pouvoir se regrouper avec sa famille. Mais il y a plusieurs conditions financières, de logement, pour pouvoir faire venir sa famille. Également aussi d'intégration, on demande à ce que les personnes parlant un bout français n'aient pas de poursuites, n'aient pas donc de dettes, de casier judiciaire. Enfin, il y a pas mal de conditions pour pouvoir obtenir le droit d'être réuni avec sa famille. Il y a l'interdiction de voyager pendant les 3 premières années du permis F, puis le droit de voyager, il est limité. Il faut de nouveau être autonome financièrement pour obtenir le droit de voyager. Je l'ai pas mis là, mais il y a aussi la difficulté au niveau de l'obtention d'un passeport dans d'autres pays comme la France, par exemple, avec une protection subsidiaire, donc le pendant du permis F, on peut obtenir un document de voyage pour étranger qui correspond à un passeport pour étranger. C'est pas du tout le cas en Suisse. La personne doit obtenir un passeport auprès de son ambassade. Il y a plusieurs ambassades qui ne produisent pas ces passeports. C'est la croix et la bannière pour pouvoir retourner chez soi et pour pouvoir revenir avec un passeport. Souvent, les délais sont tellement longs qu'en fait, la personne elle a le choix entre partir, mais perdre son travail et revenir avec de la chance, avec un passeport, et souvent quand même bredouille, voire ne pas pouvoir revenir parce que le délai pour revenir est échu. Donc c'est extrêmement compliqué la question des passeports pour certaines nationalités. Et puis, en principe, il n'y a pas le droit de changer de canton. Donc, les personnes sont attribuées à un canton. La possibilité de pouvoir changer de canton, c'est uniquement si la famille nucléaire a été séparée. Donc, si on a un mari dans un canton et une épouse dans l'autre. Et puis maintenant, il y a un assouplissement pour les personnes qui ont un emploi dans un autre canton.
Ensuite, quels sont les obstacles au niveau des difficultés circonstancielles? Donc, il y a des choses qui ont déjà été dites par Soledad et Denise, mais j'ai envie quand même de le redire. Souvent, la langue est très différente, donc il y a un long temps avant de pouvoir maîtriser suffisamment l'une des langues nationales pour communiquer. C'est quand même vraiment quelque chose qui est compliqué. Et puis, l'offre de cours de langue, elle existe, mais elle cible en général les personnes qu'on estime qui vont rapidement s'intégrer sur le marché du travail. Donc, si les personnes sont un peu vieilles, si les personnes ont des enfants à charge, sont peu lettrées, elles ont que des cours très très basiques et plutôt donc pas suffisants pour pouvoir bien communiquer. Il y a toute la question des traumatismes. Les personnes qui sont dans le processus asile, ben, souvent ont vécu des événements traumatiques dans le pays d'origine ou sur le voyage. Donc, il faut aussi accompagner tout ça pour permettre à ces personnes de pouvoir ben, réparer et puis pouvoir ensuite s'intégrer, échanger, partager. Il y a souvent une mauvaise compréhension réciproque de nous, Suisses, comme des personnes, des normes culturelles de l'autre, donc des fois des mécompréhensions ou des malentendus. Il y a beaucoup d'inquiétudes pour les personnes restées sur place. Les personnes qui voyagent ont souvent beaucoup de familles qui restent sur place. Voilà, là, il y a par exemple toute la question de l'Afghanistan. On a beaucoup accompagné des personnes qui étaient ici au moment de la prise des talibans. Il y a une inquiétude immense. Souvent, il n'y a pas la possibilité de joindre les personnes. Il n'y a pas un réseau comme il y a chez nous. Donc, on peut rester des semaines sans aucune nouvelle en sachant pas si la personne est encore en vie. Donc, tout ça, ça va évidemment être une entrave à l'intégration professionnelle et sociale. Il peut y avoir des dettes de voyage très importantes et des attentes financières aussi très importantes de la famille sur place qui peut freiner l'envie de se former parce qu'on a l'impression qu'on va devoir, enfin, il faut vraiment qu'on trouve de l'argent pour aider les siens ou éponger des dettes. La séparation des proches, génère des inquiétudes, génère du souci et donc réduit les capacités à pouvoir s'investir dans une formation, dans un travail. Soledad l'a bien dit, la garde des enfants est un vrai nœud. Elle l'est aussi pour la population suisse, mais elle l'est d'autant plus pour les personnes qui n'ont pas de réseau familial, ont des tout petits revenus, donc pas d'accès à des structures qui sont privées, donc très chères. Et puis, pas ou peu de reconnaissance des diplômes obtenus, donc toute la perte des savoirs pour la Suisse en ne reconnaissant pas les expériences pratiques, professionnelles et les diplômes qui ont été faits spécialement dans les États non européens. On peut passer à la dernière slide. Donc les conséquences de tout ce que je viens de dire de ces difficultés-là vont faire que les personnes ont souvent des emplois précaires, ce qui engendre de la fatigue, peu d'estime de soi, des difficultés à trouver du temps et de l'énergie pour s'intégrer socialement, surtout si on ne parle pas très bien la langue, pour se former. Il y a des risques d'endettement qui sont quand même relativement importants, encore une fois, parce qu'il y a des attentes financières très très fortes des personnes restées sur place. Donc souvent, on va donner tout ce qu'on a. Et puis, j'en fais pas partie donc des personnes vont donner plus que ce qu'elles ont et se retrouver avec trop peu pour la fin du mois. Des difficultés à s'intégrer avec pas assez de moyens financiers pour les loisirs et la socialisation ou pas d'accès à des cours de langue si on doit les payer ou si on doit faire garder ses enfants. Avec aussi peu d'argent, on n'y arrive pas. Après, il y a les horaires de travail qui sont aussi incompatibles. Les emplois précaires sont souvent à des horaires qui sont très, très compliqués, tôt le matin à 5 heures ou pendant les week-ends, pendant les nuits. Donc, tout ça va aussi faire que c'est plus difficile de s'intégrer, de rencontrer les gens qui ont des horaires de travail ou pour tout ce qui est autour de la scolarisation, d'avoir des rendez-vous avec les enseignants, de pouvoir amener ses enfants à l'école. Toutes ces choses-là deviennent très, très compliquées. Et il y a aussi un gros risque de perte de lien avec le pays d'origine, puisque il y a peu de voyages possibles, voire pas de voyages possibles. Difficulté pour la famille sur place d'obtenir un visa pour venir rencontrer, c'est même quasiment impossible. Il y a beaucoup de mensonges qui sont, donc sans jugement de ma part, de la part des personnes ici sur les difficultés rencontrées en Suisse, puisqu'il y a beaucoup d'espoir. Il y a des fois la famille s'est endettée, donc on n'ose pas dire toutes les difficultés, et donc il y a un grand sentiment de solitude des personnes avec un permis F ici.
parfois la honte de ne pas pouvoir envoyer assez d'argent, de ne pas répondre. Donc, tout ça fait qu'il y a une difficulté et à maintenir les liens avec le pays d'origine, mais et aussi à construire avec les personnes dans le pays d'accueil. Et puis pour la Suisse, tout ça amène une grande perte des savoirs acquis au pays d'origine et sur le voyage. Il y a peu de reconnaissance des diplômes, mais il n'y a pas de valorisation non plus des soft skills, c'est-à-dire de de tout ce que les personnes ont pu apprendre pour se débrouiller, pour faire des petits jobs, elles ont acquis beaucoup d'expériences qui peuvent être utiles dans tout un tas de domaines, mais ça, c'est très peu valorisé. Et puis, elles sont pas parties non plus dans les lieux où on décide de ce qu'on peut faire avec un permis F ou pas. C'est évidemment les Suisses qui décident pour cette population-là. Donc, on perd aussi des savoirs, des idées, et puis certainement un bout de la réalité qui est vécue. Voilà ce que je voulais partager. Merci beaucoup pour avoir donné ces explications à nos trois intervenantes. Alors, on ouvre la discussion. Est-ce que les personnes qui sont présentes, certaines voudraient poser des questions? N'hésitez pas à écrire dans le chat ou à lever la main. En bas, il y a une petite main, on peut cliquer puis ça lève la main virtuellement. Alors, on a une question sur le chat qui dit bonjour, je suis Mohamed, syrien en Suisse depuis 1 an et 6 mois. J'ai un permis N. Après la chute du régime Assad, mes dossiers ont arrêté d'être analysés. Je suis un peu perdue. Bon, alors là, on est sur un autre permis. Du coup, je ne sais pas s'il y a quand même quelqu'un qui peut donner une ou deux informations sur ça au niveau Je peux juste deux. donner brièvement, c'est qu'en fait, à chaque changement de régime, le SEM, donc le secrétariat d'État aux migrations, suspend le temps de voir comment évolue la situation. Et puis par rapport à la Syrie, c'est ce qui est en train de se passer. On veut regarder si ça se stabilise, si ça va vers le mieux, si ça va pas vers le mieux. Et puis c'est seulement une fois que cette pratique, une nouvelle pratique pourra être établie que les procédures d'asile pour les personnes d'origine syrienne va reprendre. D'accord, ouais. Donc voilà, il faut attendre, faire preuve de patience, j'imagine, ce qui est le cas toujours dans ces procédures d'asile. Si on revient au permis F, moi je lance peut-être la discussion, n'hésitez pas à poser d'autres questions au fur et à mesure, hein. Mais je voulais demander à Surnita, qu'est-ce que selon vous, en fait, on pourrait faire aujourd'hui, les autorités suisses pourraient faire pour peut-être quand même faciliter la vie des personnes avec le permis F? Quelles mesures vous pensez qu'on pourrait prendre? Euh, Si ce n'était que moi, déjà le permis F, on pouvait l'enlever. Mais sinon, par rapport aux mères, parce que moi je suis une mère, déjà donner l'accès à une formation, donc pouvoir garder les enfants pour pouvoir se faire former et augmenter aussi les finances. Parce que c'est le gros problème. Parce que s'il faut garder les enfants et ne pas payer, ça ne sert à rien. Parce que parmi les mères, il y a beaucoup qui veulent se faire former, il y a beaucoup qui veulent avancer dans leur vie professionnelle. Donc, on peut donner un permis, mais un permis F qui permet d'avoir aussi plus d'accès au PC famille, par exemple, de pouvoir payer ses frais de garde-là, ou bien de trouver une autre solution auprès des associations qui peuvent écouter ça et se dire qu'ils aident. Parce que moi, j'ai eu un moment, le COMIP, qui ont commencé aussi parfois à m'aider. Donc, je payais à un moment donné, ils remboursaient. Mais il fallait faire la demande à chaque fois. Donc, moi, c'est un exemple. Mais sinon, pour moi, le permis F, on pourrait l'enlever quand même, soit l'améliorer. Justement, il y a cette idée, hein, peut-être au niveau politique, de supprimer le permis F ou alors de le transformer ou de créer un nouveau statut. Je voulais voir un peu ce que vous en pensiez, à la fois Denise et Chloé. Selon vous, peut-être d'abord Denise. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions de réformer ce permis? Dans quel sens il faudrait que ça aille selon vous? Voilà. Oui, alors je pense qu'effectivement, alors première chose qui serait finalement assez simple, mais visiblement elle ne l'est pas, c'est de trouver un permis avec un nom convenable, parce on l'a vu que déjà le symbolisme du provisoire et admission provisoire, ça pose problème. Donc si déjà on parlait d'une admission humanitaire, ou enfin on peut trouver d'autres choses. Donc ça serait une première chose. Il faut, à mon avis,
être cohérent et donner la même aide sociale à d'autres personnes dont on attend qu'elles s'intègrent parce qu'elles vivent à long terme en Suisse. Ça me paraît complètement incohérent et d'ailleurs, ça a été voulu. Certains cantons l'ont même introduit et sont revenus en arrière, ce qui montre aussi que l'admission provisoire est un peu un terrain politique où beaucoup de gens veulent se profiler avec finalement des initiatives qui sont peu utiles. Et de toute façon, il faudrait un peu, comme pour le permis temporaire qui a été désigné comme finalement un permis plus avantageux, alors que dans certains domaines, il l'est pas forcément. Mais au moins, au bout de 5 ans, le permis S temporaire est transformé en permis B si il y a toujours besoin de protection. Donc là, il faudrait aussi une issue. Donc il faudrait que ce permis ne continue pas à long terme. Ça, je pense que c'est déjà les 3 points. Et puis le regroupement familial, ça, je trouve encore une fois, si on dit que finalement, on attend des personnes qu'elles s'intègrent, il y a quand même le droit de vivre en famille. Donc, je ne parle pas forcément de la famille étendue et élargie, mais je parle de la famille nucléaire, au moins qu'on devrait adapter ces droits. Il faut d'ailleurs dire que les statuts subsidiaires dans l'Union européenne ont des conditions qui sont meilleures que celles en Suisse. Donc, on n'aurait pas un flux vers la Suisse, comme c'est souvent aussi une crainte des politiques, qui aurait un appel d'air de tous les admis provisoires d'ailleurs qui voudraient tenter de venir ici. C'est pas le cas. Et vous, Chloé, qu'est-ce que vous en pensez? Et peut-être donnez-nous ici votre opinion sur un nouveau statut. Est-ce que ça, ce serait aussi une solution ou pas du tout selon vous? Alors, on peut distinguer les statuts de protection, mais je pense que protection doit rentrer. Et puis, je pense aussi que il faut enlever évidemment toute notion de provisoire ou de temporaire. Et puis enlever la question de l'humanitaire, ça donne l'idée qu'on est bien gentil et puis que nouveau que ce serait quelque chose qu'on donnerait par souveraineté, par générosité, alors qu'on est bien dans des questions, dans des situations où les gens ont un vrai besoin de protection et qu'on a des obligations internationales de ne pas renvoyer quelqu'un dans un lieu où il risque sa vie ou son intégrité physique. Donc, je serais plus pour réfléchir effectivement à un mot à des mots qui disent tout ça. Je n'ai pas forcément réfléchi là maintenant, mais en tout cas quelque chose qui dise le besoin réel de protection et donc l'obligation de protéger. Je pense aussi que on pourrait effectivement modifier pour amener. Je pense qu'il y ait 2 statuts, je sais pas. Je pense que ça vaut vraiment la peine de réfléchir s'il faut 2 statuts ou pas. La convention, elle date de 1950. Le monde a tellement évolué qu'on pourrait aussi toute la question des réfugiés climatiques. Enfin, il y a plusieurs nouvelles questions. Si on gardait comme point principal la question du besoin de protection, je trouve que ce serait ça l'élément clé. Et qui rejoint toutes les formes de besoins de protection. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait une distinction entre ceux qui fuient la guerre ou ceux qui fuient une persécution individuelle et ciblée. Ensuite, je pense qu'effectivement, si on demande aux gens de s'intégrer, il faut leur donner une aide complète. Et le droit au regroupement familial aussi tout de suite, parce qu'on voit que les gens qui peuvent tout de suite se regrouper, ils sont pas pris par toutes ces peurs, ils sont pas pris, ils sont ensemble, ça donne une force et tout ça, ça aide à s'intégrer, à faire les démarches pour apprendre une langue. C'est pas facile, c'est des langues vraiment qui sont très différentes. Donc, pour pouvoir s'engager, faire ce processus le plus rapidement possible pour ensuite avoir un emploi, faut pas être complètement pris par des inquiétudes. Donc, je pense que tout le monde est gagnant à ce que les personnes puissent se regrouper avec leur famille, puissent avoir une aide sociale complète et puissent avoir effectivement au début des outils un peu plus soutenus puisque les langues sont différentes, la formation est différente pour aider à s'adapter, mais tout le monde aurait à y gagner qu'on mette un effort supplémentaire sur le début. Alors, on a une question de Alicia Segui, justement sur la dimension du genre dans l'attribution du permis F. Elle dit que vous avez parlé, Chloé, des femmes qui ont plus de peine à recevoir le permis B que le permis F. Est-ce que c'est la même logique pour les personnes LGBTIQ+, et est-ce qu'on peut retrouver ça au niveau des statistiques si elles existent, demande Alicia Segui.
Alors oui, c'est complètement la même chose pour les personnes LGBT. C'est parce que c'est aussi des persécutions privées dans la plupart des situations. À l'exception de certains pays où il y a vraiment une condamnation des personnes LGBT, où il y a une loi et puis effectivement des condamnations réelles qui sont passées, où là on pourrait parler de persécution étatique. Dans les statistiques, alors il y a la difficulté, c'est qu'en fait il y a beaucoup de femmes qui obtiennent l'asile et le permis B réfugiés, qui sont donc qui sont des réfugiés, mais elles le sont à titre dérivé. Elles le sont parce qu'elles sont épouses de monsieur qui a reçu lui l'asile en propre. Et ça n'existe pas. J'ai pas trouvé des chiffres où on puisse me dire combien il y a de femmes qui reçoivent l'asile en propre et combien il y a d'hommes qui reçoivent l'asile en propre et combien il y a de personnes à titre dérivé. Ça, ces statistiques, elles n'existent pas et il faudrait ça pour pouvoir montrer. Moi, ce que je peux donner, c'est vraiment mon expérience de terrain. Ça fait encore une fois 17 ans que je travaille dans ce domaine-là, qu'on a des milliers, enfin, on a eu des milliers de dossiers. C'est quelque chose qu'on peut voir, que les femmes qui obtiennent l'asile, elles l'obtiennent en général parce qu'elles sont épouses de quelqu'un qui a obtenu l'asile. Écoutez, merci beaucoup. On arrive déjà gentiment à la fin de ce point presse migration. Je redonne la parole aux organisateurs. Je ne sais pas qui veut conclure le point presse. C'est moi. J'arrive. Je vais juste partager un dernier slide. Voilà. Alors, merci beaucoup Marie, à Sunita, Denise et Chloé pour cette séance très importante et informative. Et au nom d'Asile.ch et du NCCR on the Move, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce dernier point presse. Et si vous êtes intéressé à en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez bien sûr contacter Asile.ch ou le NCCR on the Move aux deux adresses que vous voyez affichées et qu'on partagera avec vous. Et vous avez aussi les contacts des intervenantes directement. L'enregistrement vidéo sera en ligne cet après-midi, si possible, sinon demain matin ou plus tard. Et on vous enverra un mail, comme Elodie a déjà dit, avec ces informations et les slides des présentations. Et avec ça, je vous remercie encore une fois d'avoir passé cette heure avec nous et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne journée.